Ouais, j'avais pas de contact particulier. Et au cours d'un été, j'ai assisté à une conférence menée par les archives départementales des Hautes-Alpes qui ont parlé du don des donateurs particuliers. Et ça m'a tout de suite fait tilt. J'ai pris contact avec les archives départementales du Rhône qui m'ont dit être intéressés, qui sont venus consulter les documents que j'avais et qui m'ont orienté à ce moment-là sur les archives municipales puisque l'association n'avait qu'une vocation municipale, elle n'avait pas une étendue sur le département. C'est aperçu que quand je partirai à la retraite, eh bien, plus personne ne pourrait s'occuper des archives et les mettre à la disposition des gens. Et on avait de plus en plus de demandes. Alors on a fait une réunion avec Charles Massiot, Emma Gounod, Monsieur Fouillou, Monsieur Durand et moi pour savoir ce qu'il fallait faire des archives. Et on avait la chance d'avoir un texte de Joseph Folliet qui avait demandé que quand la chronique sociale ne pourrait plus garder ses archives, on les confie soit au Prado, dont il faisait partie, soit aux archives municipales. Et ça nous a rendu énormément service parce que ces archives étaient souhaitées par par d'autres sociétés ou associations qui auraient bien voulu les archives. Donc nous, on pouvait s'appuyer sur le testament de Joseph Folliet et ça nous a été très bénéfique. Tout le monde a été d'accord et très content parce que on avait vraiment un problème de place et pas seulement ça, mais un problème de possibilité d'avoir accès aux archives pour les gens qui le souhaitaient, quoi. C'était surtout ça. Enfin, c'était un de nos gros problèmes, puisque personne n'aurait pu être assez au courant de ce qu'on possédait pour pouvoir le donner en travail à quelqu'un qui souhaitait faire une recherche sur un de nos dossiers, quoi. En septembre 2007, nous avons dû déposer le bilan de l'association donc au tribunal de Lyon. Donc nous tenions à ce que les archives de l'association, qui étaient bien tenues, notamment il y avait de nombreuses boîtes contenant les comptes rendus des assemblées générales, des conseils d'administration, des manifestations, notamment les nombreux colloques, conférences, sessions que nous avions organisées. Tout cela était bien tenu et évidemment il n'était pas question de les jeter à la poubelle. Je dirais que cette idée de déposer n'a pas fait l'objet de débats. Ça paraissait tout à fait évident, étant donné la nature des activités. Quand on est une association qui s'appelle Économie Humanisme, dont l'article premier c'est la promotion d'une économie au service de l'homme dans un esprit spiritualiste, bien les gens nombreux qui ont œuvré à travers cette association méritent d'être connus. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des quantités de choses, ils ont déployé leur créativité dans un esprit de bien commun, de recherche du bien commun, en déployant une très grande créativité intellectuelle et beaucoup de relations, parce que notamment les méthodes d'enquête qui ont été menées par Économie Humanisme sont des méthodes participatives. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont concernés par les enquêtes, c'est-à-dire non seulement des experts ou les gens qui détiennent les sources statistiques de l'administration publique, mais également les gens émanant des mouvements associatifs, des syndicats de salariés, des syndicats patronaux, des journalistes, enfin tout le monde qui peut exprimer justement, qui sont concernés par des orientations vers le bien commun, donc comment humaniser l'économie, comment promouvoir une économie humaine. Le fait que les archives de la chronique sociale, de Handicap International et d'autres encore
soit là rassemblés, est évidemment, pour la vie universitaire de Lyon, un atout, quoi, parce que ça veut dire que les historiens peuvent trouver là, rassemblés, des archives qui ont un véritable cousinage. J'ai été, dans ma pratique professionnelle, confronté à la question des archives des parents d'enfants handicapés. J'avais rencontré plusieurs familles qui m'avaient dit, au moment du décès de notre enfant handicapé, ou au moment de son placement dans un établissement spécialisé, on a amassé énormément d'archives. On a gardé la trace de l'ensemble des correspondances administratives. On a écrit énormément de lettres dont on a gardé les doubles et dont on a reçu les réponses. On a réalisé énormément de films, énormément de photos. On a créé des sites internet, etc., etc. Et ces parents ont aussi tenu des comptabilités spécifiques pour absorber, comprendre, analyser le poids du handicap dans leur vie quotidienne. Ils ont eu des relations avec énormément de gens. Bref, ils ont un gros volume d'activités archivistiques liées à leur enfant handicapé. Et donc, ils m'ont interrogé sur cette question-là. Et donc, avec d'autres associations, on a décidé, Handicap International, la Fédération APAGE, etc., de créer un fonds qui répondrait à une double demande. Celle des familles de conserver leurs archives sans les détruire, puisqu'au fond, elles n'ont pas à qui transmettre, donc elles ont tendance à détruire les traces de ce passé, et d'autre part, de constituer un fonds qui soit accessible à la recherche, puisqu'une des caractéristiques de la France, c'est de ne pas disposer d'archives privées concernant le handicap. Et donc, ce projet m'a conduit à créer avec les archives municipales de Lyon un fonds, le fonds de l'Observatoire des familles en situation de handicap, qui accueille des archives privées de familles d'enfants handicapés, de personnes handicapées elles-mêmes, et d'institutions ou d'associations proches de la problématique. Je n'arrivais pas à me résoudre à me débarrasser de la parole que des gens nous avaient confiée. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est que dans ces enquêtes, les gens avaient non seulement répondu au questionnaire, mais ils avaient joint des courriers, souvent très abondants, dans lesquels ils nous racontaient une histoire personnelle. Et que ça, vraiment, le passer au hachoir, à la moulinette, le détruire comme ça, il y avait des milliers de questionnaires, donc un par un, ça aurait été très long, très compliqué. Mais en plus, ça aurait été douloureux, parce que c'est des gens qui avaient pris, eux, le temps d'écrire. Et pourquoi détruire des choses qui nous étaient à nous adressées, et qui pouvaient peut-être, par ce phénomène d'adresse, rejoindre les préoccupations d'autres à une autre distance de temps. Donc ça, c'est l'espèce de pari qu'on fait complètement. On ne sait pas si ça va vraiment se produire quand même, en me disant, dans 50 ans, dans 100 ans, il y a quelqu'un qui ouvrira ses cartons, découvrira la parole et la réponse de ces familles et se dira, voilà comment à cette époque-là on pensait, ou voilà ce que moi je peux penser de la façon dont ces gens pensaient organiser leur vie il y a 100 ans à Lyon et en France autour du handicap. Donc ça a été une première étape. Et la deuxième étape, c'est que j'ai dirigé pendant 7 ans une collection à Paris sur le handicap et que j'ai accumulé, pour chaque ouvrage publié dans cette collection, des archives, donc des petits dossiers qui contenaient la correspondance avec les auteurs, les épreuves des manuscrits corrigés, quand on les corrigeait encore sur papier, des extraits de presse, quand les livres avaient de la presse, etc. Donc, au moment de mon départ de Handicap International, personne n'était très intéressé par ces archives. Je pense que j'étais moi très attaché à ce que cette activité avait signifié pour moi, donc je les ai emmenées avec moi. Elles ont vécu 5 ans au grenier, le temps de se refroidir. Enfin, je ne sais pas si c'est elles qui se sont refroidies ou d'ailleurs si c'est moi qui me suis refroidi vis-à-vis d'elles. Et un jour, l'Observatoire, le fonds de l'Observatoire des archives municipales m'a sollicité en disant « Mais Pascal, tu nous as toujours dit que tu avais les archives de la collection, est-ce que tu accepterais de les communiquer maintenant ?» Et l'année dernière, je les ai communiquées au fond de l'Observatoire des familles en situation de handicap. Et j'ai fait une découverte très étonnante, assez bouleversante. J'ai découvert que la correspondance que j'avais eue avec quelqu'un qui est aujourd'hui un grand auteur du monde du handicap, qui s'appelle Marcel Nuss, avait complètement disparu. À l'époque, Marcel communiquait avec moi par fax, et on avait au bureau un fax thermochauffant. Et donc, quand j'ai ouvert mes archives, qui est le lieu de la conservation absolue, je n'ai trouvé que des pages blanches. Tout s'était effacé. Et j'étais vraiment très triste parce que je ne les avais évidemment jamais relus, ces échanges avec Marcel Nuss, mais j'avais le souvenir que ça avait été extraordinairement fort et constituant pour lui et pour moi, qu'il s'était passé quelque chose de très important à ce moment-là.
Et donc j'ai appelé Marcel Nuss en lui disant j'aimerais savoir si tu as toujours dans ton ordinateur les traces de cette correspondance et si on peut la verser au fond. Et Marcel m'a répondu très gentiment, bien sûr, avec grand plaisir, sauf que je n'ai plus cette correspondance puisque mon disque dur a été écrasé. Donc les archives de cette collection, j'en ai parlé avec Noël Chiron-Doré, elles contiennent un certain nombre de choses, mais elles se définissent aussi par l'absence de choses qui se sont effacées parce que le support n'était pas suffisant. Et peut-être que j'ai été un peu négligent, parce que c'était chaud, que j'imaginais pas que ça disparaisse, et que ça s'est lentement effacé, ou à Handicap International, ou dans mon grenier, je ne sais pas exactement, mais qu'à un moment ça s'est effacé.